Elle dessine nos rêves, imagine des plantes magiques, des animaux fantastiques, croque la vie avec poésie, avec ses petits plus et ses moins. Aujourd'hui, je rencontre Laura Daniel, une jeune artiste qui s'est fait connaître grâce au confinement. Tel un psy-peintre, chacun d'entre nous pouvait lui raconter son rêve de la nuit, qu'elle transposait ensuite en dessin. En 2021, Fragonard l'invite à créer une collection capsule autour de ses plantes, l'herbier magique. Depuis, son coup de crayon se faufile un peu partout. Laura se confie sur les odeurs des couleurs, celles qui la transportent, celles qui la dérangent, les parfums de son travail, et dresse, avec moi, son autoportrait olfactif. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la nouvelle saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Laura Daniel. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu ? Très bien. Alors merci d'avoir accepté cette invitation qui date de 1 an, tu me l'as rappelé tout à l'heure. Laura, on se connaît parce que tu as collaboré il y a quelque temps avec la maison Fragonard sur une collection assez étonnante. Et c'est pour ça que je t'avais invité à ce podcast, parce que tu as créé des plantes imaginaires, magiques, qui avaient des pouvoirs eux-mêmes magiques et un peu décalés pour une collection de Noël. Et le monde des odeurs est quelque chose qui te parle en général. Quel souvenir gardes-tu de cette collaboration ? Je garde un souvenir extrêmement ému de cette collaboration. J'ai trouvé que il y avait une grande liberté qui m'était donnée et une grande confiance de la part de l'équipe. J'ai senti beaucoup de confiance et de bienveillance dans mon travail. Et j'ai trouvé que tous nos échanges et notre élaboration du projet étaient constructives, intelligentes et assez fluides de mon très souvenir. Fluides. Et les retours, quand je présentais une première salle de dessin, je trouvais que les retours étaient tous toujours pertinents et toujours extrêmement enrichissants. Et je suis très fière du résultat. J'ai trouvé que après, quand on dessine une collection, par exemple avec vous, on dessine et puis on lâche ses dessins et après il y a toute une partie de production. Puis ces dessins deviennent des parfums. Des parfums et voilà. Et j'ai trouvé justement que la production était formidable et voilà. Donc est-ce que les senteurs correspondaient ? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit parce que en fait, pour expliquer en 2 secondes, tu as illustré les packaging, enfin les packs, les étuis de bougies parfumées, de savons parfumés, d'eau de toilette. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit mais ma petite plante magique là, elle est pas en adéquation avec l'odeur qu'elle Alors pas en adéquation, je sais pas si je me suis dit ça, je me suis plutôt dit qu'en fait, je trouvais que l'un amenait l'autre parce que donc il y avait des illustrations. Et elles étaient, comme tu l'as dit, toutes accompagnées d'un texte qui venait un peu expliciter le pouvoir magique de cette plante. Tous les produits de la collection étaient des plantes magiques et leur pouvoir magique était donc écrit en dessous. Et je trouvais que en fait, voilà, tout se répondait en presque un triangle amoureux, le produit, sa senteur, le dessin et sa description magique. C'était plutôt que tout portait, tout se tenait. On t'a connu, enfin, en tous les cas, tu t'es fait connaître, et il me semble, tu continues de le faire d'ailleurs, parce que tu dessines les rêves des gens. Donc, les gens t'envoient leurs rêves, n'importe qui, sur Instagram. On peut te raconter notre rêve nocturne et tu le mets en image. Et est-ce que lorsque tu fais cet exercice, il t'est arrivé d'avoir des personnes qui t'envoient des rêves très parfumé, ou alors où l'odeur est très présente, a un rôle particulier. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote à nous raconter à ce sujet ? Précisément, je n'ai pas une anecdote comme ça qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai ce que tu dis. Et j'avais déjà remarqué que dans leur description de rêve, souvent quand on écrit son rêve, on est très prolixe en détail, parce que quand on s'en souvient, on s'en souvient bien. Et souvent les détails sont assez abracadabrantesque. Voilà, absolument. Et c'est vrai que souvent, le rêveur me donne l'état dans lequel il se sentait à ce moment-là. Et donc c'est très, c'est sensuel au sens que ça éveille les sens. Donc il se sentait bien, l'endroit était humide ou alors c'était électrique. Et effectivement, les odeurs peuvent complètement intervenir dans le rêve.
Et quand on m'écrit, on m'écrit pour que je dessine le rêve. Ouais. Donc on sait très bien que malheureusement le dessin pourra pas sentir la rose, mais les personnes te font part de si elles sentaient une odeur mauvaise ou au contraire agréable, réconfortante. Absolument. Et elles ont raison parce que ça vient enrichir évidemment la description et donc le sentiment global du rêve que j'essaie de retranscrire en dessin. Et c'est important, ces détails. Et quelles sont les odeurs qui reviennent régulièrement? T'as une idée? Enfin, faut carrément faire une étude sociologique. Moi, je dirais que des odeurs d'enfance, donc qui sont parfois indescriptibles, mais des sentiments de maisons connues ou de lieux connus et réconfortants. Il peut y avoir des odeurs rebutantes, un marécage, une forêt humide. Voilà, c'est un rêve qui colle un peu. Et sinon, il y a beaucoup de les aliments et donc la cuisine intervient aussi beaucoup dans le rêve. Alors parfois il croque une pomme, mais parfois c'est la grand-mère au fond qui fait une tarte aux pommes. Voilà, ça peut être tourné autour de ça. Alors pour revenir à toi, Nora, dans quelle odeur es-tu née? Est-ce que tu peux nous décrire le parfum de ton enfance? Moi, je suis née dans je suis née dans une maternité, mais très rapidement comme beaucoup d'entre nous. J'ai grandi dans une grande maison qui avait un jardin. Donc pour moi, l'odeur de mon enfance, c'est une odeur, l'odeur de la maison qui est suffisamment grande pour que, en fait, elle impose son odeur d'elle-même. Donc ça peut être un mélange de vieux objets, ça peut être le parfum des gens qui l'habitent. J'ai le souvenir aussi un petit peu de l'humidité de la terre qu'on peut ramener du jardin et qu'on essuie sur le paillasson en rentrant. Enfin voilà, c'est une maison de campagne qui vit un peu, parfois portes ouvertes, parfois portes fermées, et qui est une odeur reconnaissable entre mille. Quand on rentre, on reconnaît ce lieu. Aujourd'hui, tu habites à Paris. Si Paris devait être défini par un monde d'odeurs, lequel serait-il pour toi? Alors, je trouve que Paris a des odeurs très différentes selon les quartiers, ce qui révèle d'ailleurs des gestions assez différentes selon les quartiers, et donc par là des considérations presque sociologiques importantes. Moi, j'habite dans un quartier très animé qui est Belleville, qui peut avoir des odeurs franchement dérangeantes par moment. Si je passe à côté on ne sait pas toujours si c'est un chien ou quelqu'un de véritablement mal intentionné qui s'est soulagé là, ou alors évidemment un quartier mélangé où on cuisine parfois dehors du maïs, on le fait griller comme ça sur une grille, des restaurants chinois qui bordent la rue de Belleville. Il y a des petites boulangeries un petit peu à la mode qui s'installent, et donc le pain frais. Enfin, c'est vraiment un quartier qui convoque tous les sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, et donc vraiment on voyage. À Belleville, oui, on voyage bien. Ouais, c'est très fort en tout. Hein. Il n'y a pas une odeur. J'aurais du mal à qualifier une seule odeur. Et à Paris, en général, pour moi, ce qui relie toutes les grandes métropoles, c'est leur métro. Et je trouve que c'est incroyable à quel point chaque métro, bien que le fonctionnement doit être similairement le même, je suis pas ingénieure en transport, ouais. mais arriver à Paris et marcher sur une bouche de métro, ce qui d'ailleurs est une odeur que je ne trouve pas désagréable. Je pense qu'il y en a qui doivent hurler d'entendre ça. Moi, j'aime plutôt. Je trouve que c'est la maison. Mais le métro parisien, le métro new-yorkais, le métro de Rennes, le métro, voilà, ils ont tous une odeur très différente. Et même entre les lignes. Moi, personnellement, mais ça, je sais l'expliquer. Oui, c'est-à-dire que d'une ligne de métro à une autre, les odeurs sont très différentes. Oui, il y a les nouvelles lignes qui sont un peu plastiques. Oui, la ligne 14, par exemple, quand elle passe Madeleine, on sait qu'on est sur la ligne 14 et qu'on a passé la station de métro Madeleine. C'est vrai. Parce qu'il y a des remontées d'égouts, je ne sais pas pourquoi. Et la ligne 11 qui est sur pneus, enfin pneumatique, je sais pas comment on appelle ça. Mais plus depuis pas très longtemps. Ouais, mais elle avait une odeur. Incroyable, cette ligne 11. C'est fou, hein. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça, Paris. Quand tu me parles de Paris, je pense grande ville, je pense métro. Métro. Ouais.
c'est ce qui, à mon sens, c'est un dénominateur commun pour les grandes métropoles. Ouais. Ou d'ailleurs, ville à métro en tout cas. Ouais. Est-ce que chez toi, il y a une odeur particulière ? Moi, quand je rentre chez moi, je sens qu'il y a une odeur, mais qui immédiatement s'efface et qui, comme tout le monde, est métro familière. Les gens me disent, ça sent un peu les huiles essentielles, ce qui m'étonne pas parce que j'en utilise. Je distille souvent de l'essence de lavande, de l'eau chaude, ou par exemple si je fais couler un bain, ou même si je dois mélanger ça à un spray pour nettoyer je sais pas, quelque chose, etc. Donc là, l'essence de lavande, j'y vais franco. Je brûle de la sauge blanche, alors évidemment pour éloigner les esprits malins et frappeurs, mais aussi parce que c'est bon à savoir. C'est un désodorisant. Ah oui, c'est très efficace contre les esprits, hein, bien sûr. Et c'est de la sauge blanche. C'est de la sauge blanche, c'est celle qui ont vraiment les feuilles assez larges et épaisses, très poilues. D'accord. Parce qu'il y a d'autres sauges qui sont plus vertes et dont les feuilles sont plus petites. J'aime moins l'odeur et je la cueille. C'est quelque chose que mon père faisait, que j'ai continué à faire. Je la cueille en Provence. Tant qu'elle est fraîche, il faut la saucissonner avec une ficelle à rôti, quoi. Enfin, on saucissonne ça pour en faire une sorte de petit bâton, de bâton épais. Et ensuite, ça se brûle comme de l'encens. Ça fait une fumée assez rapidement. Voilà, on se balade un peu avec, donc voilà, il faut ça purifie l'air de tous ça désodorise. Ça a une odeur formidable. Ça sent quoi ? Ça sent pas le feu de bois, mais disons que c'est dans cette catégorie d'odeur parce que c'est fumé. Mais c'est fumé, ça sent pas non plus la sauge comme quand on la connaît en cuisine ou en plante médicinale. Ça sent une odeur de feu, mais plus délicate. D'accord, très bien. C'est hyper agréable. On va essayer ça tout de suite. En Asie centrale, il y a les tziganes ramassent des herbes dans les steppes. Et je ne sais pas comment elles s'appellent, ces herbes. C'est des herbes sèches qui poussent dans les steppes. Ils les ramassent et ils les mettent dans une petite casserole. Et ils offrent ce service justement à la population qui y croit beaucoup, de venir désenvoûter une maison en passant dans la maison avec ces herbes brûlées qui dégagent d'ailleurs une très forte odeur et une très forte fumée. Donc ça a un côté un peu... ça doit être... être des rituels cousins. Des rituels, voilà. Ça purifie l'air de ces odeurs aillées jusqu'au diable. Et en même temps, c'est une odeur qui n'est pas persistante. Alors bon, elle vraiment sur le coup, c'est très fort, c'est très agréable. Mais je trouve que c'est pas persistant et que on n'a pas l'impression d'avoir justement fait brûler un feu dans une cheminée où là on a les pulls qui sentent pendant des semaines. Ouais. C'est pour ça que c'est plus délicat, je dirais. Peut-être qu'il y a un fond des superstitions où je me dis, bon, tant qu'à faire, s'il y a des esprits malins et qui s'en vont parce que je fais brûler ma sauge. Et c'est ce que ton père te racontait ou c'est une tradition familiale ou c'est une blague un peu entre vous ? Je pense que c'est un renégat un peu de culture hippie des années 70, mais c'était pas... Ça n'a rien de provençal. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est vrai ? C'est vraiment, si tu vas, c'est un petit peu, le Palo Santo, par exemple, c'est un petit peu dans la même, c'est le même principe, je sais pas exactement, j'en fais pas brûler, mais c'est vraiment un truc de hippie. Avec l'encens. Voilà, et comme tous les trucs hippies, il y a un fond un petit peu de superstition et un mystique. fond un petit peu, d'usage. D'aromathérapie. Ouais, voilà, du côté aromathérapie. Est-ce qu'il y a une odeur que tu détestes par-dessus tout ? Une odeur avec laquelle tu te sens vraiment pas bien ? Alors, moi, il y a une odeur... l'odeur que je n'aime pas, c'est l'odeur non sollicitée dans un endroit clos. Alors, je m'explique. Par exemple, c'est le céleri rémoulade de ton voisin dans un TGV. Ah oui. Je trouve que le céleri rémoulade est moins violent que certaines autres odeurs. Non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est être un peu assailli par une odeur dans un lieu clos et collectif et public. Et une intrusion, en fait, dans ton intimité, pratiquement.
Et en vrai, même si c'était le plus délicieux des parfums dont quelqu'un se parfumait dans une rame de TGV, par exemple, je trouverais ça tout aussi désagréable parce que je trouve qu'on fait un peu fi de son entourage dans ces cas-là. J'ai aussi le souvenir, alors je déteste pas l'odeur de la clémentine, mais j'ai ce souvenir quand on était en salle d'examen, étudiant, enfermé dans une classe, etc., de quelqu'un qui fait sa petite pause avec sa peau de clémentine. En fait, c'est tellement fort. On est tellement concentré sur autre chose que l'intrusion, ça me paraît étonnant de le faire, en fait. Ouais, ça t'a perturbé, ça te perturbe. Ouais, Une odeur que tu n'as pas convoquée, que tu n'as pas eu envie d'avoir à ce moment-là, elle te... Ouais, dans un moment qui n'est pas fait pour. Évidemment, l'odeur non convoquée dans la rue ou... Voilà, c'est plutôt quand on n'a pas le choix que de la subir. Qu'on t'impose une odeur, en fait. Ouais. Je trouve ça assez... désagréable. Ouais. Est-ce que tu as un crush olfactif, à contrario? Alors oui, comme tous les crushs, c'est des choses qui arrivent quand on s'y attend le moins. Et moi, c'est l'odeur de la piscine. Et donc, plus particulièrement du chlore, donc vraiment pas une odeur que je trouve en soi agréable, techniquement agréable. Tu ne parfumerais pas au chlore. Voilà, exactement. Autrement dit... Tu nous rassures. Mais en fait, depuis 1 an, je nage régulièrement, 2 fois par semaine. C'est devenu un rituel que j'adore, qui me fait beaucoup de bien. Voilà, je nourris maintenant une passion pour la piscine qui est formidable. Là, j'en sors, par exemple. Je sais que j'ai encore un peu la trace des lunettes autour des yeux. Et donc, en fait, quand j'arrive à la piscine, c'est peut-être pas tout de suite l'odeur du chlore dans la zone des casiers, etc. Mais c'est l'odeur de la piscine. Et en fait, c'est devenu une odeur qui est mon truc, quoi. Ça me colle à la peau. Je suis trop contente de la retrouver. Et vraiment, j'aurais pas dit ça il y a quelques années. T'aurais jamais imaginé que cette odeur évoque autant de joie. Ouais, non, ça m'aurait rappelé les bonnets de main en latex, le malaise en maillot de bain au collège. Enfin, l'horreur. Ça aurait pu être l'horreur et c'est devenu un bonheur. L'odeur qui te fait saliver? Bah, je sais pas, il y a des gens qui répondent pas la boulangerie le matin. Moi, c'est vraiment... on peut être bec sucré, bec salé, ça dépend. Hein. C'est des gens qui sont... Ouais, l'odeur du croissant en passant devant une boulangerie le matin. Ah oui, c'est difficile d'y résister. Oui. Vraiment. Ah ouais. Est-ce qu'il y aurait une odeur qui te transporte dans le temps ou dans l'espace? L'odeur qui me transporte, c'est l'odeur des parfums des gens qui me sont chers et qui ne sont plus avec nous. J'ai conservé le flacon des parfums de 3 de mes êtres chers. Et c'est d'une puissance inouïe. Je crois que l'odorat, c'est un des sens les plus persistants dans le temps. Et donc, en fait, on parlait tout à l'heure de pouvoir magique, mais je trouve vraiment que ça fait office d'objet magique parce que juste comme tout objet magique, faut peut-être l'utiliser avec parcimonie. C'est peut-être pas tous les jours qu'il faut se sniffer le flacon de parfum de la personne en question, mais de savoir que c'est là et de parfois y revenir, voilà, ça transporte dans une émotion et dans un temps passé, du coup. Ça fait voyager dans le temps, donc ça transporte. L'odeur la plus étrange que tu aies pu sentir? Je joue un peu sur les termes de ta question, mais pour moi, ce qui est le plus étrange dans le domaine olfactif, c'est que le fromage pue tant et qu'il soit si bon. Ça, c'est une anomalie de la nature. Ça, c'est hallucinant. Après, vraiment, je crois qu'il pue pour tout le monde. On s'y est habitué. On s'extasie quand un plateau de fromage arrive à table parce qu'on sait que voilà, c'est annonciateur de très bonnes nouvelles, mais c'est quand même fou. L'odeur du fromage dans le frigo, c'est un truc assez insupportable. C'est abominable. Insupportable. Après, j'avais une autre série de questions plus philosophiques ou métaphysiques. Toi, en tant que dessinatrice, tu es amenée à, notamment là par exemple pour les rêves, mais tu es amenée à transposer en images des idées,
Alors que nous, parfumeurs, nous transposons des images et des idées en odeurs. Est-ce que certaines odeurs sont intégrées dans tes dessins de manière très intellectuelle? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu as un rituel au moment où tu dessines, ou est-ce que tu as des souvenirs olfactifs particuliers? On sait que le papier a une odeur, les crayons de papier ont une odeur, la peinture a une odeur. Est-ce qu'il y a des matériaux avec lesquels tu adores plus travailler parce que justement ils dégagent cette odeur ou pas? Exactement. En fait, c'est vrai que c'est le papier. Le papier a une odeur comme quand on met la tête dans un livre. Mais bon, quand on lit, on n'a pas forcément l'odeur du livre en tête. Et c'est un peu la même chose quand on dessine, donc on peut sentir son papier. Mais moi, ce qui me semble le plus odoriférant dans ma pratique, c'est celle du crayon de couleur. Ou de papier, le crayon en bois en tout cas, que l'on taille régulièrement, et donc on rafraîchit la mine et les copeaux de bois s'amoncellent et on a vraiment une odeur de pur bois. Il y a pas on n'y va pas par quatre chemins. Et ça, c'est très agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est une odeur que tu aimes? C'est une odeur que j'aime, que j'adore pas à en mourir, mais comme elle est associée à une pratique que j'adore par-dessus tout, je m'y sens bien. Et après, quand je dessine, j'ai pas de rituel d'odeur. Je conserve quand même l'idée de me parfumer le matin d'un pchit. Donc, le début de la journée est associé au parfum et puis ensuite il disparaît. Parfois, en hiver, j'allume une bougie. Tu te parfumes avec quoi? Avec l'eau de diptyque. D'accord. Et voilà, je peux allumer une bougie, mais c'est pas. Est-ce que les couleurs pourraient avoir une odeur? Tu sais, il y a ce pouvoir de synesthésie. Oui. Est-ce que Alors moi, j'ai pas ça. T'as pas ça? Mais j'en ai déjà parlé avec d'autres artistes qui pour eux c'est une évidence que les couleurs sont associées à des odeurs ou à des lettres ou à des jours de la semaine. Enfin, il y a des choses qui peuvent être un peu farfelues. Mais si je devais y penser, je pense qu'il y a des couleurs qui, évidemment, quand elles sont plus profondes et riches, intenses, peuvent évoquer quelque chose de capiteux, tandis que un jaune, pastel, un bleu, même effleuré du bout d'une mine, ou alors appuyé très fort, forcément c'est des sensations qui en fait résonnent un petit peu à tout point de vue, et donc les odeurs pourraient être beaucoup plus légères, comme celles qu'on sent dans un coup de vent, pas quand on pose son nez sur la fleur. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais est-ce que si je te demandais pour toi le bonheur, ce serait quelle odeur? Justement, pour moi, c'est un peu l'odeur du vent, le bonheur. C'est un peu l'odeur de la liberté, de la plénitude, de la complétude aussi. Et l'odeur du vent, c'est ce que charrie le vent. Donc, pour moi, ça peut être des odeurs de fleurs très éloignées qui sont là, qui sont un bouquet mélangé qui me parvient à nos narines, mais quasiment imperceptible. Mais pour moi, c'est vraiment l'odeur du vent. L'odeur de la liberté. Ouais. C'est beau. Merci Laura. Merci beaucoup Charlotte. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour découvrir nos portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast. Merci à tous pour votre écoute.